Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice qui s'appelle R d'un rectangle concernant les graphes non orientés dans le cadre de la leçon numéro 2 sur les matrices. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Je dois avouer que je suis un petit peu triste que mes vidéos soient si peu vues et éventuellement envoyez-moi un message pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Merci. Alors l'énoncé R d'un rectangle. On considère l'ensemble oméga des entiers compris entre 1 et 6. Petit s est l'aire du rectangle de dimension petit a et petit b, où a et b sont des nombres de oméga. A et b sont en relation si le reste R de la division de S par 7 est un entier impair. Alors question 1a, écrire un script Python qui renvoie la liste des couples AB tels que R sont impairs. Question 1b, quels sont les couples AB renvoyés par le script quand on l'exécute? Question 2a, complétez le tableau ci-dessous, on indique le reste de la division de S par 7. Tableau à double entrée. C'est ligne 6 colonnes. Question 2b, décrire la situation à l'aide d'un graphe non orienté. Question 3, écrire la matrice d'adjacence M associée à ce graphe, donner sans justifier, M au carré et M au cube. Question 4a, quel est le nombre de chaînes de longueur 3 allant du sommet 1 au sommet 4, citez toutes ces chaînes. Question 4b, quel est le nombre de chaînes de longueur 3 allant du sommet 4 au sommet 3, citez toutes ces chaînes. Quelles sont les chaînes empruntant 3 arêtes distinctes 2 à 2? Évidemment, l'idéal, c'est de récupérer cet énoncé et puis d'essayer de travailler avec feuille et stylo pour répondre aux questions. La correction pour moi dans quelques instants. Donc on considère l'ensemble oméga des entiers compris entre 1 et 6. Petit s est l'aire du rectangle de dimension AB où A et B sont des nombres d'oméga et A et B sont en relation si le reste R de la division de S par 7 est un entier impair. Alors déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'est-ce que c'est que petit s notamment. Petit s, c'est le produit des deux dimensions, c'est-à-dire A fois B. Bon, ensuite, A et B sont en relation si le reste R de la division de S par 7 est un entier impair. Bon, on va voir ça. Donc, pour le script Python, on va définir une fonction que je vais appeler couple. Deux points. On va à la ligne et puis qu'est-ce qu'on va être amené à faire? Eh bien, il nous faut faire varier petit a entre 1 et 6, petit b entre 1 et 6 et on nous demande de renvoyer une liste. Alors, on va déjà définir une liste que je vais appeler grand L où il n'y a aucun élément. Pour a variant de 1 à 6, alors avec Python, on est obligé d'ajouter 1 puisque la borne supérieure est ouverte. Donc for a in range 1,6 plus 1, un petit décalage, et puis ensuite il faut aussi faire la même chose pour le nombre b. Alors on peut écrire aussi 7 à la place évidemment de 6 plus 1. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer petit s, a multiplié par b. Ensuite, on va calculer le reste de division de S par 7. Alors, il y a une instruction rapide avec Python. Voici. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire?
si le reste R est un entier impair. Donc on va dire que si le reste R qu'on avait dans la division par 2, ça veut dire qu'il est impair. Et donc à ce moment-là, à la liste L, je vais lui ajouter le couple AB. Alors certains prennent l'instruction append. Bon, ça va fonctionner. Et pour finir, il nous faut renvoyer la liste L. Alors, moi, je mets toujours des parenthèses. Bon, c'est pas obligatoire quand il n'y a qu'une expression, mais il peut y avoir plusieurs expressions. Voilà. Question AB, quels sont les couples AB renvoyés par le script quand on l'exécute? Je vais aller chercher le logiciel et du Python pour obtenir ces fameux couples. Donc à l'écran, dans l'éditeur, vous trouvez le script Python que j'ai écrit. J'ai simplement rajouté afficher couple pour qu'on ait le résultat directement dans la console Python à droite. Donc il suffit d'exécuter. Alors ici, je n'ai pas importé quoi que ce soit niveau des bibliothèques parce que ça va fonctionner. Alors bon, c'est pas toujours écrit de manière très sympathique cette affaire, mais bon. Vous voyez, on a un peu de mal à voir tous les couples. Alors je vais un peu décaler. Alors si on a un doute, il y a moyen peut-être de faire mieux. Bon, de toute façon, si on les récupère, je vais faire un CTRL-C. Bon, en fait, j'ai modifié le script Python pour qu'on puisse mieux voir les couples, tout simplement. Ici, j'ai pas utilisé de liste, et puis je demande d'afficher le couple AB, ça va nous les mettre les uns en dessous des autres, c'est plus agréable. Et puis ici, dans l'éditeur, on ne met plus print parce qu'il y a un print ici. Bon. Voilà, les voilà, nos couples. Alors évidemment, ce qui aurait été bien peut-être, c'est de savoir combien il y en avait. Donc je vais encore modifier un petit peu le script et puis je vais rajouter par exemple un nombre K qui prend la valeur 0 au départ et puis à partir du moment où la condition est vérifiée, K va prendre la valeur K plus 1. Je fasse afficher K aussi ici. Print KB. Voilà, donc en fait on voit qu'il y a 18 couples ainsi. Bon, puis ensuite, il suffit de les écrire. Alors, voici les 18 couples, et puis on a peut-être intérêt, comme je l'ai fait, à indiquer les couples qui, d'abord, démarrent par 1 sur la première ligne, qui démarrent par 2 sur la deuxième, par 3 sur la troisième, par 4, par 5, par 6. Quasiment, on va avoir un petit peu l'idée du tableau qu'on va pouvoir constituer, éventuellement de la matrice d'adjacence. Une petite cerise sur le gâteau, en fait, je vais faire en sorte de créer le nuage de points de coordonnées petit a petit b, et je vais colorier en bleu les points qui sont tels que le nombre R est impair, et puis en rouge sinon. Et puis je vais mettre une petite pause, alors une demi-seconde pour qu'on voit les points arriver au fur et à mesure. En avant. Donc voilà, 1, 1, etc. Et donc les points sont coloriés, ce qui nous permet de pratiquement de savoir les couples AB qui sont en relation sont les couples qui ont été représentés par des points bleus. Et là, on a quasiment la matrice d'adjacence qui sera associée à notre graphe. Voilà. Question 2A, compléter le tableau ci-dessous, on indique le reste de la division de S par 7. Alors, il y aurait moyen d'aller chercher, par exemple, un tableur pour compléter ce tableau. Vous aurez la façon de procéder à la fin du polycopier. Ensuite, on peut récupérer en fait aussi notre script Python
Donc à l'écran, j'ai défini une certaine fonction qui s'appelle rest. Alors je vais faire varier A de 1 jusqu'à 6 et puis je vais créer une liste vide ensuite. Ça va permettre de récupérer en fait les restes ligne par ligne. Et puis ensuite on fait varier B de 1 à 7 et puis après évidemment S prend la valeur AB, petit r de reste c'est S divisé par 7 et puis à la liste j'ajoute petit r. On affiche L et puis j'ai mis une petite ligne vierge pour qu'on voit un peu mieux les choses. Dans l'éditeur, la fonction reste, il n'y a plus qu'à exécuter et à droite, on obtient en fait notre tableau. Joli. Bon, essayons à la main quand même. Hein. Alors A multiplié par B, quand on prend 1 fois 1, ça fait 1, et puis divisé par 7, bah, ça fait 1. Et puis évidemment, on va obtenir tous ces résultats-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais gommer certains résultats pour les écrire en rouge. Ce sont les paires. Bon, alors évidemment, une fois qu'on a cette ligne-là, on a aussi la colonne ici. Et donc, on va pouvoir mettre nos résultats. Alors, 2 fois 2, bah 4. Divisé par 7, bah, ça nous reste 4. 2 fois 3, 6. Il reste 6. 2 fois 4, 8. Alors 8, bah, ça nous donne 1 comme reste. 5 fois 2, 10. On va obtenir 3. Et puis 2 fois 6, 12 divisé par 7. On va obtenir 5. Alors je vais gommer et les mettre en bleu puisque ce sont des restes impairs. Alors on obtient donc ici la deuxième colonne qui est la même que la deuxième ligne, la 2, 4, 6 et puis 1, 3, 5. Bon, on continue. Hein. Donc, 3 fois 3, 9, divisé par 7, il reste 2. 3 fois 4, 12, divisé par 7, ça nous donne 5. 3 fois 5, 15, ça nous donne 1. Et puis 3 fois 6, 18, divisé par 7, 4. Alors, ça nous permet de compléter ici 5, 1 et 4. Ensuite, 4 fois 4, 16, division par 7, ça nous donne 2. D'abord, j'ai pas pris la bonne couleur. 4 fois 5, 20, divisé par 7, il y va 2 fois, il reste 6. Et puis, 4 fois 6, 24, divisé par 7, il y va 3 fois, et il reste 3. Donc, on peut compléter ici avec 3 et au-dessus 6. 5 fois 5, 25, divisé par 7, il y va 3 fois, il reste 4. Et puis 5 fois 6, 30, divisé par 7, 4 fois 6, 28, il reste 2. 6 fois 6, 36, divisé par 7, il y va 5 fois, il reste 1. Alors j'ai commis une erreur quelque part. C'est ici, c'est un 2. Voilà. Bon, en fait, il y a autant de restes pairs que de restes impairs ici. 2B, décrire la situation à l'aide d'un graphe non orienté. Vous voyez que j'ai laissé le tableau à double entrée que nous avions constitué parce que ça va nous permettre de voir ce qui se passe, notamment les liaisons entre les divers sommets. Alors, quand on a le couple 1-1, on a bien un reste impair, ce qui fait que 1 est en relation avec 1, et donc... j'avais pris quelque chose. Hop, stylo. Et donc, on a une boucle.
Bon, ensuite, eh bien, 1 est en relation avec 3. 1 est en relation avec 5. Pour le nombre 2, 2 est en relation avec 4, 5 et 6. Pour le sommet 3, il est en relation avec 1, c'est déjà fait, et il est en relation avec 4 et 5. Pour le nombre 4, eh bien, il y a des choses qui sont déjà faites, il reste plus que 4 en relation avec 6. Pour le nombre 5, eh bien, c'est fait. Et pour le nombre 6, 5, 3, 1, ça veut dire que 6, il est aussi en relation avec lui-même. Donc on va avoir une boucle en 6 aussi. Bon, je rappelle que pour les degrés, les boucles comptent pour 2. Question 3, écrire la matrice d'adjacence M associée à ce graphe et puis donner son justifié M au carré M au cube. Alors pour la matrice d'adjacence, on sait que, par exemple, je vais essayer d'écrire des sommets, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici, juste devant. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va nous aider éventuellement. Voilà. Et puis, hop, notre matrice. Bon. Alors, à la ligne 1, SQ1 est en relation avec 1, c'est le cas. Donc, je vais mettre un que j'ai colorié. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû colorier autrement tout à l'heure. Je vais les entourer, tiens. Voilà, les sommets. Voilà, les sommets. Ensuite, SQ1 est en relation avec 2, non, donc 0. 1, est-ce qu'il est en relation avec 3? Oui, donc 1. 1 n'est pas en relation avec 4, 0. 1 est en relation avec 5. Et 1 n'est pas en relation avec 6. Bon, je pense que vous avez compris ensuite comment on procède. On a d'ailleurs ici la possibilité de réécrire cette ligne 1 qui est similaire à la première colonne. Donc on va avoir 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc à l'écran, évidemment, la matrice que j'ai récupérée dans mon corrigé, donc la matrice d'adjacence associée à ce graphe. Alors ensuite, pour M au carré, M au cube, on utilise soit une calculatrice, soit un logiciel pour obtenir les résultats. Donc à l'écran, vous avez les résultats. Alors ce qu'on peut noter quand même, c'est que sur la matrice M au carré, il y a une diagonale composée de 0. C'est curieux, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, par exemple, entre le sommet 1 et le sommet 6, il n'y a pas de chemin de longueur 2. Il n'y a pas de chaîne, plutôt. Il n'y a pas de chaîne. C'était pas demandé tout ça. Partant de longueur 2. Partant de 1 pour arriver à 6. Je vais entourer pour sommet 1 pour arriver au sommet 6. Bon, et puis il y en a d'autres, de 2 à 5, de 3 à 4, de 4 à 3, de 5 à 2 et
6, 1. Bon. Question 4a. Quel est le nombre de chaînes de longueur 3 allant du sommet 1 au sommet 4? Alors, du sommet 1 au sommet 4, eh bien, on trouve 3 chaînes, puisque c'est le coefficient pour la matrice MO cube de la ligne 1 et de la colonne 4. En réponse, j'ai rédigé dans le corrigé, il y a 3 chaînes de longueur 3. Donc je vais dire partant de 1, sommet, et arrivant au sommet 4. Donc pour avoir ces chaînes de longueur 3 allant de 1 à 4, elles vont être comment ces chaînes? Du type 1, petit x, petit y, 4, où x et y là vont être des entiers compris entre 1 et 6, des sommets. Alors voilà comment je procède. Moi je pars plutôt de la fin et puis je me dis qu'est-ce qui peut arriver en 4? Eh bien de 4 on peut venir soit de 2, soit de 3, soit de 6. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des chaînes peut-être qu'il y en aura du type 1x. Donc près des sommets adjacents à 4 il y a 2. Ou alors il va y avoir des 1x. Sommet adjacent à 4, il peut y avoir 3. Ou bien 1x et sommet adjacent à 4, il peut y avoir aussi 6. Donc forcément, s'il y a des chaînes de longueur 3 allant de 1 à 4, eh bien, le troisième sommet, c'est ou bien 2, ou bien 3, ou bien 6. Alors ensuite, je cherche les chaînes possibles de chaque type en regardant si on peut trouver ce fameux X. Donc les chaînes éventuelles du premier type, du type 1, 1x de 4, et puis ici, on peut peut-être quand même se dire, voilà, j'ai besoin de connaître les chaînes de longueur 2 qui partent de 1 et arrivent en 2, et donc la matrice M carré peut m'aider pour voir combien il y en a. Et donc, on part de 1 et on doit arriver en 2. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule. Alors, si on regarde le graphique, éventuellement, ça va nous aider. Pour arriver de 1 en x pour arriver à 2, alors, j'ai envie de dire les prédécesseurs de 2, on a 6 et 5. Et comme si c'est pas relié à 1, c'est pas possible, il n'y a que 5 de possibles. Et donc on en déduit la seule chaîne possible. 1, 5, 2 et 4. Bon, j'aurais peut-être pu faire un petit dessin. Donc de 4, là je pars de l'arrivée. On est arrivé à 2, ça c'est obligatoire vu la fin. Et puis de 2, il a fallu ensuite avoir 5 comme prédécesseur, et prédécesseur de 5, 1. Voilà pour le type 1. Alors pour le type 2, on est amené à chercher les chaînes qui commencent en 1 et finissent en 3 de longueur 2, et puis de 1 à 3, alors sur la matrice M carré, on va avoir le résultat possible qui est 2. Deux chaînes possibles. Donc 1, 3, 4. Alors, par rapport à 3, 3, lui, il est relié à 1, 4 et 5. Bon. 1, est-ce que c'est possible?
Eh ben oui, parce que de 1, on a une boucle qui nous permet de revenir en 1, ensuite on va en 3 et après on va en 4. Donc elle fonctionne, cette chaîne. 1, alors 3, 4. Alors, pour 3, on avait dit qu'on pouvait provenir de 1, mais on pourrait aussi provenir de 4. Alors, est-ce qu'elle fonctionne cette chaîne? De 1, on ne peut pas aller en 4. Ces deux sommets-là ne sont pas adjacents. Donc, c'est pas possible. Bon, il nous reste que la dernière possibilité. A priori, on va être sûr que ça marche puisqu'il y a deux chaînes. Mais 1 A, Z, 1, 3 et 4. Et on avait dit, par rapport à 3, on a vu 1 et 4 qui étaient des prédécesseurs possibles. Il y a aussi 5. Et justement, il y a bien une arête entre 1 et 5. Et donc, voilà les deux chaînes possibles. Alors, le type 3, c'était 1x64. Et donc, on va chercher le nombre déjà de chaînes qui vont de 1 à 6. Donc, le sommet 1, le sommet 6. Et il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas trouver parce que on ne peut pas relier voilà, avec les prédécesseurs de 6, ils ne vont pas être reliés avec 1 en fait. On peut regarder, hein. Donc 1, x, 6, 4. Hein. Déjà, on pourra regarder en testant pour toutes les valeurs de x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, mais voilà. Donc 1, ça ne peut pas marcher, 1 et 6 ne sont pas reliés. 2, ça ne peut pas marcher parce que 1 et 2 ne sont pas reliés. Ensuite, 3, eh bien, ça ne peut pas marcher parce que 3 et 6 ne sont pas reliés. 4, avec 4, ça ne peut pas marcher parce que 1 et 4 ne sont pas reliés. Avec 5, c'est 5 et 6 qui ne sont pas reliés. Et puis avec 6, c'est 1 et 6 qui ne sont pas reliés. Donc, il n'y a pas de chaîne. Alors, on s'en doutait puisqu'on avait déjà trouvé 3 chaînes et que le résultat, c'était 3 chaînes. Donc voilà la conclusion, hein, les 3 chaînes de longueur 30 allant du sommet au sommet 4 sont 1, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 4 et 1, 5, 3, 4. Donc question 4b, quel est le nombre de chaînes de longueur 3 allant du sommet 4 au sommet 3? Donc sommet 4, 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième ligne. Au sommet 3, c'est la troisième colonne. Et l'intersection, ça nous donne le nombre 6. Alors, je vais vous donner les chaînes, hein, parce qu'on a fait déjà le travail tout à l'heure pour voir comment on pouvait les obtenir. Et puis, on va les vérifier quand même sur le graphique que je vous ai donné ici. Donc, 4, 2, 4, 3. Eh bien, 4, 2. Et puis, on revient en 4, ce qui fait que l'arête est parcourue 2 fois. Et ensuite, on revient en 3. Bon. Deuxième chaîne, 4, 3, 4, 3. 4. Ah, j'ai pas la bonne couleur. Donc 2, 4, on va en 3. Voilà. Ensuite, 2, 3, on revient en 4. Et 2, 4, on revient en 3. Elle est même parcourue 3 fois cette arête. Bon. Alors 4, 3, 1, 3. Donc 4, 3, 1, et on revient. Ça veut dire que l'arête 1, 3 est parcourue 2 fois. 4, 6, 4, 3. 4, 6. Ah, toujours le problème de couleur. 4, 6. Ensuite,
on reparcourt l'arête et puis on arrive en 3. Donc l'arête 4-6, elle est parcourue 2 fois. Alors ensuite, 4-3-5-3. Donc 4-3. 4-3. On va en 5 et on revient en 3. Donc l'arête 5-3 est parcourue 2 fois. Et la 6e chaîne, 4-2-5-3. Donc 4, 2, 5, 3. Ah, j'ai oublié de prendre la ligne. 4-2. Donc 2-5. 5-3. Eh bien, c'est la seule chaîne où les arêtes sont distinctes 2 à 2. Et donc, c'est la réponse pour la question suivante. Voilà la seule chaîne qui part du sommet 4, qui arrive au sommet 3, ayant des arêtes distinctes. Il y a une seule chaîne empruntant 3 arêtes distinctes 2 à 2, la 4-2-5-3. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.